Le stage de 6 mois que j'effectue actuellement au laboratoire de l'océan sous la supervision de Clara Burgard et Catherine Hutchinson, il porte sur l'exploration de la représentation des eaux denses dans les modèles de la famille Nemo Semipsys. Donc, je travaille principalement sur la région de Pritz Bay, qui est située dans le secteur indien de l'océan austral, donc dans la partie est de l'Antarctique, et qui est connue pour être l'une des 4 régions de formation connues de Antarctic Bottom Water, qui est la masse d'eau la plus dense de l'océan mondial. Ici, on a une représentation un peu plus précise de ces processus. Au niveau des zones qu'on appelle de polynie côtière, on retrouve des conditions qui sont favorables à une intense production de glace de mer. Et associé à ce processus, on va avoir d'importants rejets de sel qui vont amener les eaux environnantes en fait, à se densifier et à pouvoir plonger pour former Antarctic Bottom Water. Ici, sur ce schéma, on a ici P1 et P2, qui sont des précurseurs des cétaux de fond, qui sont les 3 masses d'eau sur lesquelles on va se concentrer. Et donc, on a étudié ces processus dans cette région sur les modèles du projet Semipsys, qui est un projet qui vise à comparer les aptitudes des modèles, notamment à simuler des climats passés, présents et futurs. Et je travaille sur ceux qui utilisent la composante océanique Nemo, étant donné qu'ils utilisent la même grille, ça facilite les intercomparaisons. Maintenant, c'est la démarche qu'on a utilisée au cours de ce stage. La première question qu'on s'est posée, c'était est-ce qu'on pouvait voir de l'eau dense dans ces modèles? Et si oui, comment elle était représentée? Donc pour ça, on a décidé d'évaluer les modèles en les comparant à des observations, en regardant des variables par exemple comme la température et la salinité, pour voir si les gammes de valeurs étaient assez réalistes, ou sinon pour identifier les principaux biais. Il faut savoir que sur les 7 modèles qu'on a utilisés, l'un d'eux ne représentait aucune des 3 masses d'eau que j'ai citées précédemment, et seulement 3 d'entre eux pouvaient représenter les précurseurs d'Antarctic Bottom Water, qui sont caractéristiques étant donné que leur température est en dessous du point de congélation. Ça nous a amené ensuite à nous questionner sur les processus qui pourraient être responsables de la formation et de l'export de ces eaux denses. Et ici, on a laissé de côté les observations pour se concentrer vraiment sur une intercomparaison plus cohérente au niveau interne des modèles. Et la 3e étape, que je suis toujours en train de réaliser, on s'est posé la question de comment l'eau dense est créée dans les modèles, en cherchant à comprendre les choix de paramétrisation qui avaient pu être faits par les centres climatiques. Et ici, on a été amené à regarder l'âge des masses d'eau, que ce soit au niveau de leur formation ou dans la ventilation des fonds au large. On a aussi regardé des critères physiques de densification de l'eau et on a affiné notre méthode de détection des zones de formation de ces eaux denses. Donc il semblerait qu'aucun modèle ne ventile au-delà de la plateforme continentale et que malgré la formation d'eau dense, celle-ci reste dans des gammes de valeurs trop faibles. Voilà, je vous remercie pour votre attention.